toujours ravie d'être avec vous, Nathalie Croiset, et d'animer ce troisième atelier solutions autour des enjeux de la commande publique, hein, un enjeu majeur. Et ce titre, la transition écologique dans les marchés publics, quels enjeux? On le sait bien, hein, tous les acteurs de l'économie sont mobilisés dans la transition écologique. La commande publique, qui représente environ 8% du PIB, constitue de facto un levier stratégique. En 2020, près de 169 000 marchés publics ont été passés pour un montant global d'environ 110 milliards d'euros. Levier stratégique, cette commande publique doit être accessible simplement et plus largement possible à toutes les entreprises. Si l'intégration de la protection de l'environnement n'est pas nouvelle, hein, dans les marchés publics, on va le voir, on constate depuis quelques années une accélération. Pour preuve, notamment les nouveaux cahiers des clauses administratives générales version 2021, la loi climat et résilience, qui évidemment fait beaucoup bouger les lignes, on va en parler. Et puis parallèlement, les entreprises de travaux ont su très rapidement s'adapter à la transition écologique pour en faire une priorité stratégique dans leur développement au service de l'intérêt général. Les différents acteurs ont très vite considéré que cette transition pouvait passer par l'acte de construire, d'entretenir ou d'utiliser les infrastructures, et c'est ce qui fait l'objet et ce qui a fait l'objet tout au long de l'année dernière des travaux menés par la FNTP en partenariat avec Carbone 4 et l'OFCE. Nous allons donc mieux saisir les enjeux au cours de cet atelier, et pour en parler, j'invite les 4 intervenants, Madame Lorraine Dumont et Messieurs Alain Bénard, Benoît Dupuis et Jean-Christophe Louvet. Je vous en prie, venez me rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, vous pouvez vous installer. Si vous le souhaitez, vous pouvez enlever votre masque. Les micros sont désaffectés régulièrement, donc pas de souci de ce côté-là. Merci beaucoup. J'en profite pour rappeler aussi, et je vais vous présenter dans un instant, que les questions se font toujours de la même manière, hein, par le biais d'un outil numérique, Biwi, donc vous pouvez flasher, hein, le QR code, il était passé tout à l'heure dans la salle, ou saisir l'URL solution avec un S fntp.fr, et je rappelle, hein, si jamais vous avez des soucis de connexion, le Wi-Fi public-8 FNTP pour vous connecter. Et alors aussi une petite innovation sur cet atelier, on a un dessinateur de live sketching qui est quelque part, voilà, qui est tout à fait dans le fond, il lève la main, Nicolas Agenal. Merci beaucoup d'être avec nous. Il va nous accompagner pour illustrer, on va dire, un sujet qui nous semble un petit peu aride peut-être, mais finalement on va voir avec votre regard comment on peut le traiter aussi différemment. Donc au fur et à mesure du débat, on pourra voir vos illustrations. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc cette fois-ci, je vais présenter les intervenants après avoir expliqué tous les détails techniques, évidemment présenté Nicolas. Lorraine Dumont, merci d'être avec nous, directrice environnement au sein de Vinci Construction. Donc vous allez faire comprendre de votre point de vue les enjeux de la commande publique dans un instant. Merci beaucoup. On a également avec nous Alain Bénard, bonjour, qui est président de l'association Acheteurs Publics. Donc on a bien vu, on aura le point de vue des entreprises et le point de vue des acheteurs sur cette problématique-là. Benoît Dupuis, merci beaucoup d'être avec nous, un directeur exécutif de la Société du Grand Paris. Et puis enfin Jean-Christophe Louvet, le président FRTP Pays de Loire. Je commence par vous d'ailleurs, parce qu'en introduction, c'est toujours bien d'être concret avant d'arriver un peu aux enjeux des marchés publics, peut-être expliquer justement les travaux sur la transition écologique de la FNTP. J'en parlais un peu, peut-être une illustration aussi à travers un chantier de référence. Oui, alors avant d'aller sur le chantier de référence, on va quand même situer le projet, parce qu'il a été publié il y a très peu de temps et tout le monde ne le connaît pas forcément par cœur, même si je vous invite à aller tout de suite, en sortant de cette salle, sur le site internet de la Fédé et à regarder l'ensemble des quelques 800 pages qui y sont présentes et qui reprennent l'intégralité des travaux. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de l'impact écologique versus production carbone. Il y a d'autres sujets qu'on aurait pu mettre en ligne, mettre en évidence quand on a travaillé sur ce sujet-là. Je pense notamment à la biodiversité. On l'a écarté, non pas par désintérêt, mais parce qu'on travaille déjà depuis de nombreuses années à la Fédération sur ces sujets-là. Et donc on a fait un focus sur le carbone, parce que c'était aussi ce qui était le plus facile à quantifier et aussi le plus parlant. On parle d'énergie, on parle de matières premières, qui sont, je dirais, les clés de voûte de l'acte de construire. Mais ce sont aussi donc les éléments qui vont nous servir de traceurs sur notre impact. La prise en compte de ces éléments-là dans
dans l'acte de construire et dans l'abattement nécessaire et dans les efforts qu'on devra faire en gain de production carbone, c'est effectivement, bien sûr, un élément qu'on va retrouver de façon contractuelle dans les marchés, mais c'est aussi, alors c'est une contrainte, hein, l'entrepreneur que je suis se lève le matin et se dit « Oh là 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 là, que va-t-on encore me demander que je n'ai pas pu imaginer ?» Mais c'est aussi une formidable opportunité pour les entreprises parce que c'est là une façon de faire voir déjà tout ce qu'elles ont fait et tout ce qu'il leur reste à faire et tout ce qu'elles sont aussi capables de faire demain. Alors vous l'avez dit, on a monté ce travail-là d'abord avec Carbone 4 qui a travaillé sur le diagnostic et sur la quantification de toutes ces données-là, et l'OFCE qui s'est focalisé sur l'impact économique. Impact économique, pas uniquement pour les entreprises, mais bien pour l'ensemble de toute la sphère intéressée, toute la filière. Puisque, et c'est une donnée, et c'est quelque chose qui reviendra régulièrement dans mon intervention, on ne peut plus travailler en silo. Je disais tout à l'heure que l'un de mes rêves, c'est de voir des fenêtres au silo. C'est absolument, a priori, contre-productif, ce qui revient en fait à supprimer les silos, mais il y a une urgence absolue à rebattre les cartes et à regarder et à repenser les liens qu'il y a entre les acteurs de la construction. Un des sujets qui est sorti de façon flagrante et honnêtement, quand on a lancé cette étude, on n'était pas très fiers parce qu'on s'inquiétait un petit peu de ce qu'on y trouverait. Je me souviens que ma première conclusion, ça a été « Il ne faut pas désespérer des travaux publics. On a un avenir. » Et on n'était pas si sûr que ça et si certain que ça d'arriver à cette conclusion quand on a lancé l'affaire. Le premier sujet, c'est l'usage des infrastructures, la moitié de la production de CO2 en France. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, les infrastructures qui ne représentent, elles, dans l'acte de construire, que 3,5% génèrent, malgré elles, je dirais, 50% de la production du national. La conclusion s'impose d'elle-même. Certes, il faudra décarboner les infrastructures lors de leur construction, mais il faudra aussi qu'elles soient décarbonantes à leur usage. C'est indispensable et c'est incontournable. Du coup, alors juste un dernier mot, parce qu'on va enchaîner sur la commande publique. Je sais bien que j'imagine que ça vous passionne. C'est ma grosse difficulté de pouvoir nous demander de résumer des sujets passionnants. Voilà. Allez-y. Du coup, de la coupe aux lèvres, il y a quand même beaucoup de chemin. Et donc la question, et là je vais vous ouvrir et je vais vous redonner la parole juste derrière. Comment le fait-on, puisque les entrepreneurs de travaux publics n'ont pas vocation à faire de bonheur du peuple à l'insu de son plein gré? Comment est-ce qu'on le fait ensemble? Ensemble, c'est avec les maîtres d'ouvrage, avec les maîtres d'œuvre, avec les concepteurs, et comment les entrepreneurs peuvent, je dirais, exprimer aussi leur savoir-faire sur tous ces sujets. Merci beaucoup à vous sur cette introduction. C'était important de parler aussi de ces travaux. Pendant ce temps-là, on a vu s'afficher Nicolas Genal qui nous a représenté une tortue en transit. Il y a quand même un peu de... Il y a du travail. Mais bon, allez, on va y croire très fort. Donc, il va illustrer et continuer à illustrer nos propos. Donc, on va aborder ce sujet de la commande publique d'abord en parlant de sourcing. C'est un sujet évidemment central qui est prévu par le Code de la commande publique, un outil très utile à la disposition des acheteurs qui permet de mesurer en amont de la consultation les réactions des entreprises face à l'introduction d'un critère environnemental ou de clause environnementale. Alors on le voit bien, tous les acheteurs publics n'ont pas recours nécessairement au sourcing et on va voir un petit peu les retours des uns et des autres sur cette question-là. Je vais commencer par vous, Lorraine Dumeau. Est-ce que vous êtes conviée, on va dire, à participer régulièrement à la pratique du sourcing et qu'est-ce que vous en retirez? Alors, nous y sommes conviés. Oui. On y voit bien évidemment en tant que major l'intérêt de pouvoir présenter certaines de nos innovations en matière environnementale. Évidemment, la pratique du sourcing, elle se doit, et ça, elle est fortement présentée et encadrée dans le cadre du code des marchés publics, elle se doit de respecter un grand nombre d'étapes. Et ce grand nombre d'étapes, en fait, et je pense que mon voisin ne me contredira pas, elles sont essentielles pour pouvoir faire en sorte que le sourcing respecte bien évidemment le code des marchés publics, mette en place une concurrence entre les acteurs, qui est un libre accès à la commande, que ce travail se fasse évidemment en toute transparence et que tout se fasse de manière à ce que les concurrents soient mis en égalité de traitement. Donc, je pense qu'il y a un réel intérêt, évidemment, à faire appel à ce type de procédure.
Néanmoins, il y a un certain nombre de limites et on commence à le voir se mettre en place. C'est-à-dire que ces limites, ça va être évidemment la rigueur qu'il faut mettre en place dans cette commande publique, un peu spécifique, le sourcing. Et cette rigueur, on peut désormais se dire qu'elle va demander un certain nombre de délais et donc anticiper très fortement le sourcing pour pouvoir le mettre en place, ce qui n'est pas à la portée de tous, et notamment des toutes petites collectivités territoriales qui vont aller faire appel au sourcing pour pouvoir demander un peu plus d'innovation et de transition écologique sur leurs appels d'offres. Et puis également, ça va demander une réelle rigueur, une ingénierie de la commande publique qui, encore une fois, n'est pas forcément accessible à toutes les collectivités. Donc nous sommes les avocats de marchés publics avec des clauses environnementales d'exécution, avec des critères environnementaux qui soient précis, qui soient détaillés, qui soient chiffrés. Je pense que la SGP pourra nous en reparler, mais c'est vraiment l'objectif final auquel nous souhaitons tendre. Ce sont ces critères auxquels toutes les entreprises soient amenées à pouvoir répondre de la même manière, selon un référentiel commun. Et on pourra y revenir. Alors, je vais vous faire commenter, Jean-Christophe Louvet, aussi de votre point de vue, cette question. Est-ce que vous partagez l'avis de Lorraine Dumeau? Oui, tout à fait. Alors, quand on m'a demandé de venir intervenir sur cette table ronde, je me suis posé la question si j'avais déjà été et si j'en avais fait, parce que j'avais bien vu qu'on allait me poser la question. Et en fait, paradoxalement, la réponse, elle est oui, mais le plus souvent comme représentant de fédération professionnelle. Alors moi, je travaille dans une entreprise qui n'est nullement comparable en taille à ma consoeur. Et donc, effectivement, du sourcing, j'en fais depuis que je suis tout petit, et ça date pas d'hier, vous imaginez, mais de façon totalement informelle. C'est-à-dire aujourd'hui ce que la loi nous interdit plus ou moins de faire. Parce que je rappelle aujourd'hui que quand on serre la main d'un maître d'ouvrage, il est invité à compter ses doigts pour être sûr qu'on n'en a pas piqué un au passage. Donc, c'est quand même la loi. Hein. Donc, la situation aujourd'hui, elle est celle-là. Par contre, en tant que représentant de fédération professionnelle, oui, alors j'avais eu à travailler sur la LGV Bretagne-Pays de Loire en son temps. Les sujets n'étaient pas environnementaux, ils étaient traités par ailleurs. Ce n'était pas le sujet, mais on était sur des problèmes socio-économiques qui étaient très importants. Et on les a travaillés en réunissant, en fin de compte, toute la sphère, c'est-à-dire l'entreprise qui avait pris le marché, mais la région, et puis toutes les entreprises et toutes les PME du territoire et du bassin de vie des travaux. Mais là, on parlait d'une dizaine de départements qui étaient concernés. On est actuellement en discussion et on apporte notre éclairage sur un autre grand projet. Donc j'ai l'impression que c'est le propre des grands projets. La question aussi que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on attend de nous ? Et en fin de compte, dans les questions je dirais dans les réponses qu'on a à cette question-là, c'est qu'on voit, savoir où en sont les entreprises aujourd'hui, quelles solutions elles peuvent apporter, comment est-ce qu'on peut faire appel à ces solutions, parce que derrière tout ça, il y a aussi quelque chose qui s'est passé ces dernières décennies, c'est qu'il y a eu un glissement du centre de gravité des compétences. Voilà, les lois de fer sont passées par là, elles ont fait, de mon point de vue, beaucoup de dégâts, elles ont changé les choses, et aujourd'hui, c'est pas parce que je suis entrepreneur que je le dis, après tout, et puis c'est pas être chauvin que de le dire parce que c'est vrai, mais aujourd'hui, les entreprises sont montées en compétences et qu'aujourd'hui, on a besoin de ces compétences pour réaliser les projets qu'on met sur les marchés. Et ne pas y faire appel, ce serait plus qu'une erreur, ce serait une faute. Mais par contre, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le législateur ait bien encore cadré tous les outils qu'il était nécessaire de mettre en place pour qu'on arrive à activer toute cette compétence. Alors évidemment, on va dire qu'on voit ça avec vous. Vous êtes deux entreprises plutôt engagées, en tout cas le sourcing, vous connaissez et vous y participez aussi, ce qui n'est pas le cas, et c'est ce qu'on l'a dit parfois de tout le monde, et puis parfois c'est pas toujours si simple que ça. Donc je voulais me tourner maintenant vers les représentants des acheteurs pour vous demander aussi si vous, Alain Bénard en particulier, si vous portez le même constat, comment vous l'expliquez et comment faire aussi pour que les acheteurs utilisent davantage, on va dire, cette pratique-là. Merci, bonjour à tous. Je retiens, juste avant de répondre, quelques secondes, deux, trois mots. Le premier, c'était ensemble. Le deuxième, compétence. Le troisième, on va le voir dans un instant. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que le législateur a beaucoup évolué, le droit a évolué, les procédures ont évolué. La grande difficulté, c'est qu'on n'a pas évolué, nous, acheteurs et entreprises. Je m'explique très rapidement. Et le troisième mot, je viens tout de suite, c'est formation. On a un code de la commande publique qui a grandement évolué. Nous avons des nouveaux cahiers des clauses administratives générales, bientôt des futures nouvelles directives. Nous avons des petits textes par-ci, par-là, dans les collectivités.
Le gros souci, c'est qu'on a du mal à se former, à se mettre à jour. C'est un souci, mais c'est aussi une peur. Dans les entreprises, vous avez peur de changer, de répondre comme vous l'avez toujours fait avec des dossiers qui font 15 tonnes. Du côté des acheteurs publics, on a peur de supprimer un document qu'on demandait depuis 20 ans et on vient de l'enlever, le cabis par exemple. Ces petits exemples, ces petits détails, pour nous dire que le visage de la commande publique doit évoluer avec ce qui a été fait par les gouvernements successifs, par les élus, par les organismes professionnels, par vous tous ici. La grande difficulté, j'en conclurai là-dessus, c'est comment le mettre en œuvre aujourd'hui. Le grand exemple, le sourçage. Vous avez des solutions quand même? Vous avez Bien sûr, la formation, voilà, la formation, suivre l'actualité juridique, ne pas hésiter non pas à retourner sa veste, mais à en changer tout simplement, parce que ce qui est une chose en droit aujourd'hui peut être changé demain par une décision du Conseil d'État. Il faut pouvoir évoluer. Regardez un exemple. Les marchés publics sans montant maximum. On va encore avoir un petit peu de mal à faire en sorte qu'on retrouve des montants maximum, mais parce que le droit est passé par là, et il fallait changer du jour au lendemain. Là encore, s'adapter. Donc commande publique, adaptabilité, sourçage, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi pendant des années, nous acheteurs publics, on était comme vous tous ici avec un bandeau, en quelque sorte, avec un masque. Pas question d'aller dans des salons, dans des foires. Vous avez parlé de serrer la main. Pardonnez-moi, mais serrer la main, regardez s'il reste encore des doigts. Oui, tout à fait, mais c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut communiquer, on peut parler, on peut même négocier dans les procédures. Encore faut-il savoir le faire et être formé. Donc le sourçage, dans les collectivités, on commence un petit peu à le mettre en place. Vous l'avez rappelé. Ça demande des moyens. Beaucoup de moyens. Parce que j'allais dire, pour suivre aussi la réglementation, c'est pas non plus évident. Absolument, ça demande des moyens humains et aussi des formations constantes. Juste un petit détail, plus de 90% des collectivités font moins de 2000 habitants. Oups. Donc le sourçage pour avoir un service dédié, un acheteur dédié qui puisse aller vous rencontrer, mesdames et messieurs les entrepreneurs, aller s'informer sur les nouveautés, ça demande encore une fois des moyens humains importants pour certaines des collectivités. Ça se met en place. L'association des acheteurs publics créée depuis 1992, j'en profite. Par là, on va Bigre, bientôt l'anniversaire, cette année d'ailleurs. Notre mission notamment, c'est d'aider, d'accompagner les acheteurs à mettre en œuvre ces processus pour être dans le vent en quelque sorte. Puisque là encore, le Code de la commande publique nous permet beaucoup de choses. Encore faut-il les connaître tout simplement et les mettre en œuvre. Alors, je vais passer la parole à Benoît Dupuis pour commenter. Merci. Et alors, en même temps, Nicolas Agenal continue d'illustrer nos propos autour du sourcing et de retenir aussi les mots-clés. Finalement, ça ressort encore mieux. Transparence, compétence et ensemble. On a bien retenu aussi ce que vous disiez. Alors, Benoît Dupuis, aussi votre point de vue sur cette question. Bien. Bonjour à tous. Moi, je rejoins totalement les propos d'Alain Bénard dans le sens où je pense qu'il y a un fort enjeu d'adaptation des acteurs, aussi bien acteurs publics, acteurs privés. Je constate aujourd'hui, ou en tout cas la perception qui est la mienne, c'est que les outils existent, ils sont codifiés, mais le sourcing est encore perçu, et à mon avis à tort, par les acheteurs publics, plus comme un risque, comme une opportunité. Alors que c'est véritablement une opportunité, c'est une opportunité pour tous les acteurs, pour les entreprises tout d'abord, parce que ça leur permet de se faire connaître, de faire connaître la gamme de leurs produits, la gamme des solutions qu'elles peuvent apporter par rapport aux besoins de l'acheteur public. Et côté acheteur public, c'est également une opportunité à plusieurs titres, dans le sens où d'abord ça lui permet de diversifier son panel de fournisseurs et de renforcer la concurrence sur les procédures que l'acheteur public va lancer. Et ça, toutes les statistiques le démontrent, plus l'intensité concurrentielle est forte, plus les prix sont compétitifs. Au-delà de ça, ça permet à l'acheteur public de capter l'innovation vers des partenaires qui ont plus de compétences que les acheteurs publics. Ça lui permet également, et c'est important, et je vous y faisais référence tout à l'heure, de remplir ses objectifs socio-économiques et notamment d'aller chercher des acteurs de plus petite taille qui sont moins rompus et moins familiers avec des procédures d'achat qui peuvent être perçues comme étant lourdes. Et donc, plus généralement, ça permet à l'acheteur public d'associer les partenaires privés pour remplir ses objectifs de performance au sens large. Donc moi, je conçois le sourcing comme un véritable outil et un levier de la performance de l'achat public.
Alors, au sein de la SGP, nous pratiquons le sourcing, nous le pratiquons régulièrement, nous le pratiquons de manière extrêmement encadrée et très ciblée par rapport à nos besoins. Et la perception que j'en ai, c'est que peut-être qu'on pourrait aller même plus loin dans le sourcing, parce qu'aujourd'hui, on le pratique dans les dimensions qui vont dans le sens de l'intensité concurrentielle, dans le sens de la participation des PME. Est-ce que c'est l'outil que nous privilégions pour aller capter l'innovation? Peut-être pas dans toute la dimension que le sourcing pourrait avoir. Si maintenant je sors un tout petit peu de la sphère de la Société du Grand Paris pour essayer de comprendre pourquoi le sourcing n'est pas plus utilisé par d'autres acheteurs publics. Alors, il m'est difficile de parler pour les autres acheteurs publics, mais enfin, néanmoins, et ça a été dit à plusieurs reprises, la pratique du sourcing, c'est du temps, beaucoup de temps, des ressources, et par ailleurs, potentiellement du risque. Donc, tous les acheteurs n'y sont pas prêts, tous les acheteurs ne disposent pas des compétences et des ressources pour mener un sourcing efficacement. Et je pense que c'est là l'enjeu. Dans une direction des achats publics, en fait, on est toujours confronté à une double tension. La performance de l'achat, et la performance de l'achat, ce n'est pas uniquement une performance économique pour acheter au moins cher, c'est la performance de l'achat dans toutes ses composantes et la sécurité juridique. Et on a ces deux impératifs qui sont en tension. Alors à mon avis, ce ne sont pas deux objectifs inconciliables, loin de là, mais ça nécessite quand même une certaine maturité de l'acheteur public et tous les acheteurs publics ne l'ont pas. En ce qui nous concerne, on a des ressources dédiées à la pratique du sourcing, d'une part, et d'autre part, et ça c'est un point important, on a ressenti le besoin de formation, d'information, de sensibilisation de toutes les populations au sein de la maîtrise d'ouvrage public, mais également de ses partenaires et de ses prestataires sur les actions de sourcing, comment les mener, comment les encadrer, avec quels objectifs. Alors on a, avec vous, merci, fait le tour, on va dire, de ce premier sujet du sourcing. Là encore, il y a beaucoup d'éléments à aborder quand on parle de la commande publique. On va voir aussi ce qu'il en est, parce qu'évidemment, ce n'est pas le seul outil à disposition. Des outils sont prévus dans les textes juridiques. Je parlais du nouveau CCAG travaux tout à l'heure. Et la loi climat et résilience aussi rend obligatoire en 2026 l'introduction d'un critère environnemental pour l'analyse des offres ainsi que l'intégration dans les conditions d'exécution des considérations relatives à l'environnement. Je vais passer la parole à Alain Bénard, peut-être pour qu'il puisse commenter aussi, peut-être de la même façon, tous ces outils. Bon, alors là, il y a des outils aussi qui sont en devenir, on l'a bien compris à travers la loi. Est-ce que c'est aussi la même approche que vous avez sur le fait qu'aussi que les acheteurs n'ont pas toujours recours, quels peuvent être les leviers aussi? Les principaux leviers sur ce sujet sont notamment l'entraînement. Je m'explique, l'entraînement en interne, c'est que l'acheteur, encore une fois, tout seul dans sa collectivité, s'il n'est pas épaulé, s'il n'est pas dynamisé par deux personnes en particulier, je garde l'effet du suspense jusqu'au bout, eh bien, il aura des difficultés à y arriver. Encore une fois, les critères environnementaux, c'est un petit peu comme les critères sociaux. On est à environ 15-20 ans d'utilisation, on est un petit peu essoufflé, on a besoin d'un rebond. Ce rebond, au sein des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunaux, comme les communautés de communes et communautés d'agglomération notamment, ces deux personnes, j'y viens, c'est mon petit effet Nikos, clin d'œil, c'est tout simplement les élus, porteurs de la chose bien évidemment, porteurs du projet politique qui aura un volet environnemental fort et important, et ensuite la direction générale des services, puisque l'acheteur, bien évidemment, n'est qu'un agent territorial ou hospitalier, il y a des acheteurs hospitaliers, bien évidemment, ou de l'État, parmi d'autres, et il faut que ces deux personnes, donc le grand N+1 de l'administration, la direction générale et ce qui donne le cap, les élus, nous poussent, nous acheteurs, en nous disant « vas-y, fonce, innove dans des critères de choix, dans les critères environnementaux et autres, vas-y, fonce, je te soutiens, n'hésite pas ». À proposer des choses nouvelles. Voilà. Pour éviter d'avoir toujours les 5-10% de critères environnementaux classiques dont on a parfois des difficultés à analyser. Alors là, on va avoir ce rebond. Après, le rendre obligatoire, encore une fois, l'écologie punitive n'est jamais une bonne chose, mais on n'a pas besoin d'être puni au niveau des élus ou de l'administration des territoires pour justement mettre ces critères-là, puisque maintenant c'est entendu et c'est pleinement
dans les habitudes de chacun. En revanche, il faut nous trouver, et on participera avec les entreprises, à trouver de nouveaux leviers. Alors après, que ce soit un critère obligatoire, encore une fois, s'il n'y avait qu'un seul critère et unique, c'était le critère prix. Ça pouvait arriver, c'est quand même rare, c'est sur des achats sur étalage. Après, en critère unique, on peut avoir un coût global, le coût global du cycle de vie du ou des produits. Ça aussi, c'est intéressant, mais c'est pas grave, puisqu'on peut intégrer quand même des critères environnementaux, en plus du critère du coût global. Donc là encore, et pour conclure sur ce point-là, pour nous acheteurs, la loi, certes, c'est une chose, c'est bien. Maintenant, il va falloir se former pour bien la mettre en œuvre, accompagner bien évidemment, encore une fois, des élus et de leurs projets politiques au sein des territoires, et puis aussi des entreprises pour nous donner des idées. Pourquoi pas? Merci. Alors justement, il y aura un échange et je ferai commenter Lorraine Dumont dans un instant, mais je voulais repasser la parole à Benoît Dupuis, puisque la société Grand Paris met en place différentes solutions pour préserver l'environnement dans le cadre de la construction du Grand Paris. Est-ce que vous avez justement des exemples concrets à apporter sur ces sujets et sur cette notion de clause environnementale qui est évidemment et qui apparaît de plus en plus dans la commande publique, mais qui est déjà, comme vous-même vous le dites, vous êtes déjà très tourné vers ces enjeux-là? Alors la société du Grand Paris est résolument tournée vers ces enjeux-là et depuis l'origine, parce que j'aurais commencé par dire et par rappeler, non sans fierté d'ailleurs, que le Grand Paris Express est en lui-même un formidable accélérateur de la transition écologique, puisque selon nos modélisations, sont plus de 14 millions de tonnes équivalent carbone qui seront économisées du fait de la mise en service des lignes du GPE. Alors ça, c'est deux effets, le report modal et par ailleurs les nouveaux quartiers de ville autour des 68 gares que nous sommes en train de construire. Une fois qu'on a rappelé cet objectif vertueux qui est de l'essence même du projet, la réalisation des travaux génère des émissions de gaz à effet de serre. Nos estimations, je ne vais pas vous assommer de chiffres, rassurez-vous, mais c'est quand même pour donner des ordres de grandeur. Nos estimations, c'est que les travaux génèrent environ 4,4 millions de tonnes équivalent carbone, donc pour la réalisation de l'ensemble des lignes. L'objectif qui est le nôtre, qui est extrêmement ambitieux, c'est une réduction de 25% de ces émissions sur toute la réalisation du projet. Comment on va le faire? En utilisant tous les leviers qui sont à notre disposition, ils sont nombreux au titre de la commande publique et de l'achat public, à tous les stades du projet et pour tous les types de marchés. Donc on part de la définition du besoin et ça intègre le sourcing dont on a parlé tout à l'heure, la phase de passation et la phase d'exécution. Pour vous donner un exemple sur la phase de passation, nous avons intégré en avance de phase par rapport aux objectifs de calendrier de la loi climat et résilience des critères environnementaux à la fois sur la sélection et la notation des candidats à nos procédures. Et parmi ces critères environnementaux, un des nouveaux critères ou sous-critères, pour parler de manière un petit peu plus technique, c'est le bilan carbone. Si on fait un Pareto très 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 rapide, les émissions de gaz à effet de serre sur un projet comme le nôtre, 80% de ces émissions sont 3 postes. Sont l'acier, les bétons et le transport. Et d'ailleurs, les bétons, en fait, c'est le poste tout à fait prépondérant. Et donc, les critères que nous avons introduits dans les nouveaux marchés que nous sommes en train de passer comportent dans le critère technique et dans le critère environnementaux un critère lié aux objectifs d'émissions et de bilan carbone sur ces 3 postes. Ça, c'est sur la phase de passation. Et bien évidemment, c'est assorti d'une transcription dans les cahiers des charges et donc dans les marchés, avec un engagement performantiel, chiffré et contrôlé sur les émissions carbone sur chacun de ces postes, avec des systèmes de primes ou de pénalités en fonction de l'atteinte ou non de la performance sur chacun des postes. Alors il y a d'autres outils qui sont à disposition des acheteurs publics et il ne faut pas hésiter à utiliser. Ça peut être les variantes également, puisqu'on peut inciter les entreprises, en fonction des champs qui sont ouverts à variantes, parce que tout n'est pas ouvert à variantes, de travailler sur des solutions plus économes en carbone et qui peuvent permettre de différencier une offre par rapport à une autre. Donc là, on est sur le volet passation.
Un petit mot sur le volet suivant. Je vous dis sur ça le volet parce qu'il suivant, nous reste un quart d'heure de table ronde et je voudrais laisser des questions aussi. On a mis en place un dispositif, c'est un anglicisme, Reverse Carbon Initiative, qui est une incitation pour que les entreprises nous proposent des solutions innovantes et moins consommatrices de carbone en cours d'exécution à risque et délai équivalents. Et après, il y a un partage ou une prise en charge des coûts. Et les deux postes sur lesquels nous travaillons sont les bétons et les aciers. Sur les bétons, au-delà du fait que la quasi-totalité de nos bétons sont déjà des bétons bas carbone, on a des initiatives, et notamment sur un des lots de génie civil, sur des bétons ultra bas carbone. Et là, la réduction d'émissions est de l'ordre de 70%. Donc c'est extrêmement prometteur. Sur les aciers, ce qu'on est en train de lancer, c'est également des recherches pour des aciers moins carbonés, par des formules de fabrication des blooms. Alors le terme est floral, mais c'est des barres d'acier pour fabriquer les rails, avec 50% d'émissions de carbone en moins. Pour terminer, mais encore une fois, ce ne sont que quelques exemples et parmi la panoplie des choses que nous déployons, mais il y a également une autre initiative qui est un appel à projet que nous avons lancé il y a quelques semaines. Et j'invite tous les acteurs présents dans cette salle et tous les acteurs à se renseigner sur cette initiative. C'est le Grand Paris de l'environnement. C'est un appel à projet pour des actions qui pourraient être mises concrètement et rapidement en œuvre dans nos marchés autour de 4 thèmes: le climat, la biodiversité, l'économie circulaire, la qualité de l'air, des eaux et des sous-sols. C'est à destination des titulaires de nos marchés, mais également de tous les fournisseurs potentiels, avec un budget alloué pour la mise en place d'expérimentations qui pourront être transcrites très rapidement dans nos marchés et on l'espère ensuite ruisseler sur l'ensemble du secteur des travaux publics et du bâtiment. Et c'est là, je crois, notre enjeu, c'est-à-dire qu'au-delà de la construction du Grand Paris Express, on est également une référence et on a un levier d'achat qui nous permet de faire avancer l'ensemble des acheteurs publics et l'ensemble du secteur. Et notre espoir, c'est que les initiatives qu'on mène soient ensuite diffusées sur l'ensemble du secteur. Voilà, et d'anticiper aussi, parce que je parlais d'une obligation en 2026, mais on comprend bien comment anticiper aussi cette réglementation. Alors Lorraine Dumaux, j'imagine que vous répondez, votre entreprise Vinci Construction, à des appels d'offres publics. Est-ce que vous voyez des clauses en faveur de la protection de l'environnement? Est-ce que, on va dire, ça peut être un frein parfois, ou finalement, ou pas? Alors, moi, quand j'entends la SGP, je bois du petit lait. Clairement, si toutes mes maîtrises d'ouvrage pouvaient, et on le dit encore une fois, mettre en place des critères précis, chiffrés, établis dans la réponse à appel d'offres, je serais ravie. En tant que directrice de l'environnement, je le rappelle. Je vais donner 2 exemples. Sur les sujets, on a parlé des matériaux moins carbonés, on travaille aussi sur des matériaux recyclés, mais je voudrais juste revenir très rapidement sur les raisons pour lesquelles on va être amené à travailler de manière très importante sur ces sujets-là. Puis la manière dont je vais vous expliquer un peu nos process va vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il faut que l'on mette ces clauses environnementales et ces critères environnementaux très précis dans les appels d'offres. Aujourd'hui, je vais parler avec ma casquette Eurovia France, puisque je garde toujours cette casquette-là. Lorsque vous allez produire un enrobé dans vos usines, ce qui est le cas pour Eurovia, vous allez aujourd'hui designer une usine pour qu'elle réduise ses consommations en énergie et pour que ses consommations énergétiques soient moins carbonées. Vous allez aussi faire en sorte que le transport entre l'usine et le chantier soit le moins carboné possible, soit le plus optimum possible, pour pouvoir après produire et engager votre client en leur disant que cet enrobé sera assurément moins carboné. Et puis ensuite, lorsque vous allez l'appliquer, vous allez mettre aussi en mode un certain nombre de techniques et de process qui vont s'assurer que l'enrobé soit moins carboné. Vous allez investir sur de nouveaux matériels, sur des matériels qui vont moins émettre, voire ne pas émettre du tout, comme c'est le cas avec de nouvelles chargeuses électriques. Eh bien, tout cela, ça va nous permettre de pouvoir justifier que l'on va produire un enrobé à tant de kilos de CO2 par tonne appliquée. Cela, aujourd'hui, on sait le mesurer. Si la commande publique le dit, l'inscrit, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément présent dans les marchés publics, si on a un tonnage de carbone défini et puis une vérification qui se fait pendant le process d'exécution, eh bien à ce moment-là, nous, on sera en mesure de pouvoir justifier que tout le process
qui a été nécessaire pour pouvoir le produire, cet enrobé bas carboné, eh bien, il sera mis en place. Donc je pense qu'il y a la nécessité de déjà fonctionner sur un référentiel commun. La SGP met en place, et c'est un de nos rares, notre rare maîtrise d'ouvrage, à mettre en place la même méthodologie de bilan carbone pour répondre à ces appels d'offres. Nous l'appelons de nos voeux. Parce qu'aujourd'hui, on peut répondre blanc ou noir en fonction des différents facteurs d'émission qu'on va pouvoir utiliser et sur lesquels on va pouvoir jouer. Et croyez bien que chacun de mes collègues ici présents va justifier, à raison, en fonction de travaux de R&D produits par les uns et par les autres, de facteurs d'émission spécifiques sur chaque tonne d'enrobé qui est produite. Eh bien, nous avons aujourd'hui besoin de critères qui soient communs, de méthodes qui soient communes. Je vais donner un deuxième exemple pour montrer qu'en fait, on a réellement besoin de ces clauses environnementales. C'est l'exemple des matériaux recyclés. On en parle beaucoup. D'ailleurs, on va avoir un exemple dans les matériaux de demain d'une route, enfin si je peux dire recyclée tout à l'heure, dans la séquence de 14h30 avec Eurovia. Donc je fais de la pub. Vous voyez, j'en profite. J'ai même plus besoin de le faire. Donc sur les matériaux recyclés, qui sait aujourd'hui démontrer que les matériaux recyclés qui sortent de votre usine, le pourcentage de matériaux qui sortent de votre usine, est bien un matériau recyclé. Quelle est la traçabilité qui est demandée par notre maîtrise d'ouvrage sur le pourcentage de matériaux recyclés qui va être appliqué sur la route ou qui va être utilisé dans un béton, dans du béton par exemple. Ça, nous, aujourd'hui, on s'est positionné Eurovia en tant que leader du matériau recyclé sur une marque qui s'appelle Granula Plus, dont le stand est juste dans la zone commune, et sur lequel, en fait, chacun de nos sites de production de matériaux recyclés signe une charte qui s'engage, d'une part, à produire des matériaux de qualité, puisque c'était le gros quand même du sujet sur les matériaux recyclés ces dernières années, mais surtout que la traçabilité du matériau recyclé entre le chantier, la plateforme et de nouveau le chantier soit bien remplie et qu'on puisse du coup s'assurer auprès de notre client que le matériau recyclé et le pourcentage de recyclé qu'il souhaite a bien été mis en place. Aujourd'hui, dans les marchés publics qu'on voit se mettre en place, personne ne peut être en mesure de justifier, et le client public même est un peu dépassé, 35%, 50%, 100% de recyclé. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a la nécessité, je rejoins tout à mes collègues, de faire beaucoup de pédagogie sur les méthodes que l'on met en place, sur les matériaux que l'on met en place. On a besoin aujourd'hui de pouvoir faire des référentiels sur le sujet. Je finirai juste par un chiffre, j'en utiliserai un seul. Oui, vous pouvez, parce que je vais demander un tour de conclusion. Je vois qu'il est 11h53 et je voudrais laisser du temps aux questions. Donc on pourra déborder de 5 minutes, éventuellement 6 minutes si c'est possible. Mais allez-y et je vais demander une conclusion à chacun. Juste un chiffre, c'est 18%. C'est le nombre de marchés publics dans lesquels il y a une clause environnementale sur la phase d'exécution. C'est l'Observatoire économique des marchés publics qui donne ce chiffre en 2021. Il nous reste encore du travail à faire. Exactement, du travail à faire. Merci à vous. Désolée de vous accélérer un peu dans le mouvement, mais je sais que la table ronde était dense. Vous voulez une réaction, Jean-Christophe Louvet, à tout ce qui a été dit aussi finalement, ce que disait Lorraine Dumont, c'est très bien. Il y a des choses, la commande publique, ça avance. On a la loi climat et résilience notamment avec cette obligation. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Oui, on va surtout passer aux travaux pratiques parce que à écouter la table ronde, on va finir par croire qu'un chantier, c'est un problème de juriste et qu'après, il ne se passe plus rien. Voilà, c'est ça, du concret. Alors, je vais vous demander du concret en une minute. Donc, on y est. Donc, le concret, 3 axes. Le premier, la formation, on en a parlé, reparlé, mais pas n'importe quelle formation. La formation initiale, on forme les gens à peu près dans les mêmes écoles en même temps. Ça va. La formation continue, mais la formation continue au quotidien. Un exemple concret, on a travaillé sur le recyclage, on a mis des ingénieristes de la pédagogie au travail sur la formation recycleur, puisque ça n'existe pas aujourd'hui. On arrive au terme de notre travail, on lance les formations dans les régions, et là l'idée, et Bruno Cavagnier est d'accord, je vais poser la question, donc ça c'est bien invité, les maîtres d'ouvrage, moi je souhaite que les gens qui travaillent sur les mêmes chantiers entendent les mêmes formations en même temps et des mêmes formateurs et qu'on arrête d'opposer les deux. Sur la transition écologique, on a un vaste programme, là aussi le volet formation qui est encore embryonnaire, hein, je ne vais pas vous raconter de salade, on va travailler dessus parce qu'on sait que si on ne le met pas en place, mais quoi qu'il en soit, il devra être partagé par l'ensemble des acteurs de l'achat public et de la sphère et de la filière de la construction. Le deuxième point, il a aussi été évoqué, trop rapidement à mon goût, mais on n'a pas le temps, les variantes, les marchés de performance.
qui relève de l'engagement d'entreprise aussi, parce qu'on n'est pas là pour quémander quoi que ce soit, on est prêt à prendre nos responsabilités pour peu qu'on daigne nous laisser un peu d'espace pour le faire. Donc je vous ai dit tout à l'heure, le centre de gravité a changé. Je coutume de dire qu'on est passé d'un système vertical à un système qui devrait être horizontal, mais la bulle est encore un peu coincée en haut pour l'instant. Il faut absolument qu'elle revienne au milieu et qu'on soit capable de travailler, intelligemment dans l'intérêt bien compris de l'ensemble des parties. Puis le dernier point, alors qui n'a pas du tout été évoqué, ça j'en suis un peu surpris, c'est le numérique. Parce que le numérique... Alors je vous dis, on aurait pu l'aborder, mais il faut des tables rondes de 2 heures, hein, je vous le signale. Ah ben ça c'est pour moi le patron, c'est vous. Hein, mais le numérique est un... Ah moi je suis pas la patronne, je suis l'exécutante. Ah, toujours la même chose, on s'en sort toujours comme ça. Bien, le numérique parce que c'est l'outil collaboratif par excellence, mais c'est aussi un outil attendu et c'est aussi un outil à risque parce que les entreprises sont en train d'avancer à grande vitesse et je crains que sur ce sujet elles aient raison toutes seules. Et si c'est le cas, elles auront forcément tort in fine. Et là, on a une falaise devant nous. Et j'aurais tendance à dire aux maîtres d'ouvrage, mesdames, messieurs, il est temps de vous secouer, parce qu'autrement, le dernier train sera passé, vous ne serez pas montés dedans, et je ne sais pas comment on arrivera à vivre ensemble après. Merci à vous pour. C'était important de le souligner. Et j'ai tout à fait conscience avec vous qu'il y a beaucoup de sujets qui auraient pu être abordés. J'ai une question qui vient d'arriver sur Biwi que je vais poser, qui ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Je n'oublierai pas de vous faire glisser un mot à Benoît Dupuis et Alain Bénard. Comment concilier solutions innovantes et cadre technique normatif? Est-ce qu'il y en a un qui a une réponse en 1 minute? C'est formidable, on pourrait faire une thèse. Allez-y, Alain Bénard. En utilisant les leviers des minimums et des maximums et des objectifs à atteindre, on oublie simplement pour définir quelque chose de particulier qui rentre toutefois dans un cadre. Ce cadre, on peut l'arrondir avec cette notion de maximum et ça peut être un des leviers. Pardon, c'est peut-être un peu obscur, mais ça peut se pratiquer. Alors, Benoît Dupuis, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit? Je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à afficher des questions si vous le voulez, parce qu'on peut se prendre 3-4 minutes pour des questions, hein, tant qu'à faire. Je suis dans le timing. Allez-y, Benoît Dupuis. Non, je crois qu'effectivement, on a dit l'essentiel, même si on l'a dit forcément trop vite compte tenu du format, mais vous avez compris que nous, par essence même, le projet est résolument axé vers un objectif de transition écologique avec des objectifs très ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. On joue sur la totalité des leviers de la commande publique et je pense que c'est là qu'il faut agir parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des réticences, qu'il y a des peurs, et notamment des peurs des acheteurs publics d'utiliser pleinement tous les outils qui sont à leur disposition. Donc ça nécessite des formations, des sensibilisations, de pouvoir rassurer. Ça nécessite surtout une participation de tous les acteurs. Mais nous, pour ce qui nous concerne, on a pleinement confiance dans les acteurs qui nous accompagnent parce qu'ils sont au moins aussi investis que nous dans cette transition. Et il y a un acteur en particulier qui est clé et dont on ne parle pas forcément souvent, en tout cas on n'en a pas encore parlé ce matin, c'est la maîtrise d'œuvre, hein, puisque c'est quand même elle qui va valider in fine des solutions innovantes et moins émissives en carbone, mais qui sont tout aussi performantielles sur le plan technique. On en a parlé sur la première table ronde, mais c'est vrai que c'est un rôle aussi important. Alors il y a une question qui est arrivée finalement autour de la question des espèces sonnantes et trébuchantes, si je puis dire. Une réduction du bilan carbone pourrait-elle être valorisée financièrement dans l'analyse des offres et non pas seulement comme un sous-critère environnemental? Ça vient percuter le critère du prix, ça peut être embêtant. D'accord. Ça peut être embêtant et comme dans les collectivités, le principe de compensation n'est pas de notre ressort. On peut imaginer un plus et un moins, mais on ne peut pas encore faire la compensation. C'est du ressort du comptable public. Dans l'exécution, alors c'est un peu technique, hein, pardon, mais je pense que l'auteur de la question comprendra. C'est difficile et à l'analyse et à l'exécution aussi. Alors Jean-Christophe Louvet, vous allez... Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Rien d'impossible, bien sûr. Jean-Christophe Louvet, vous allez être content parce qu'il y a une question sur est-ce que vous avez des exemples de leviers numériques à disposition? Alors, j'ai des exemples de projets ou de souhaits, mais oui, il y en a, ils sont exposés derrière. Hein, donc les outils existent, ils ne sont pas assez partagés en règle générale. Et la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est bien le lien qu'il y a entre les éléments et les informations que peut extraire d'un chantier l'entreprise et l'usage qui en sera fait par la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, enfin je dirais toute l'équipe qui est de l'autre côté.
Donc que ce soit en mesure de trafic, que ce soit en incidence. Enfin, j'ai fait des tables rondes dans d'autres temps sur l'acceptabilité des chantiers urbains. On est en plein dedans. Mesurer la gêne, mesurer le bruit, enfin voilà, autant d'éléments qui peuvent être en temps réel évalués, mesurés. Nos chantiers ne sont pas hors sol, ils sont au milieu du public et pour le public. Donc j'allais dire qu'aujourd'hui, oui, c'est utilisé au quotidien. Et demain, si on veut mesurer le carbone, sans numérique, bonjour. Hein, si on a la solution, je veux bien qu'on me dise, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, question de la fin pour Alain Bénard. On voit des entreprises motivées, des acheteurs publics déterminés. Comment vous voyez la transition écologique à moyen, long terme dans les marchés publics ? Je pense, quitte à le redire, c'est l'impulsion des élus, des différentes collectivités, qui doit être un projet politique et porteur. Mais pas uniquement que terre à terre, ça veut dire en même temps prendre en considération, vous l'avez rappelé, les habitants. On vient de parler de chantier, les habitants ne sont jamais contents d'un chantier avant et après ils sont toujours très contents, mais c'est toujours trop long, comme les commerçants, etc. Bref, voilà, il faut porter le sujet, et aussi bien politiquement parlant que au niveau des entreprises, que du bassin territorial, qu'il soit le bassin de production, mais aussi les habitants. Voilà. Je disais un mot ensemble, ça fait partie des 3A, rien à voir avec les amateurs de l'andouillette, mais tout simplement andragogie, équivalent de la pédagogie, donc la formation, bien évidemment, l'agilité, oser dans la commande publique au niveau des entreprises et des acheteurs publics. Et puis le 3e A, AAP, comme association des acheteurs publics. Voilà, je glisse au passage et vous remercie. C'est bien. Alors en même temps, Nicolas Agenal nous a fait une belle illustration, une priorité à la transition. Peut-être qu'on peut repasser, il est toujours là le dessin d'avant qui résumait un petit peu tous les propos aussi que vous avez tenus, parce que c'est vrai que c'est important aussi de le présenter un peu sous cet angle-là. Voilà, on a tout résumé, vous voyez, tout ce que vous avez dit, le sourcing, les moyens humains, les leviers, le béton, l'acier, la législation commune sur les matériaux. Il y a eu beaucoup de choses dans cette table ronde, on aurait pu en parler pendant très longtemps. En tout cas, merci à lui pour cette illustration. Il va rester avec nous pour la table ronde, l'atelier suivant. On peut vous applaudir en tout cas tous les 4 pour votre intervention. Merci beaucoup.